Bonjour à tous, c'est Gigi, on se retrouve pour parler de Pokémon, oui, mais pas de la même série que d'habitude, puisque comme vous l'aurez vu dans le titre, on va s'attaquer à la série spin-off diffusée tout au long de l'année 2020 et qui vient de se terminer à l'heure actuelle, à savoir Pokémon les ailes du crépuscule. Alors j'ai vu beaucoup de gens s'extasier sur le fait que oui, c'est bien meilleur que l'anime principal, qu'on se tape depuis plus de 20 ans, faites-en plus, etc., etc. Grosso modo la même connerie qu'à l'époque d'Origine et Génération, et bien évidemment ça reviendra encore une fois lors de la prochaine série spin-off. Ce qui m'exaspère le plus avec cette remarque, c'est que non seulement elle vient de gens qui ne regardent pas, voire plus l'anime principal pour la grosse majorité, mais en plus de cela c'est surtout complètement incomparable. On parle d'un côté d'un animé long fleuve qui s'étend sur 3 ans, avec un épisode de 20 minutes chaque semaine pour représenter un voyage, une quête, un univers. Avec à côté de ça, une série spin-off qui ne dure que 7 mois, avec un seul épisode mensuel qui ne dépasse jamais les 5 minutes. Forcément que tout est drastiquement différent, à tel point qu'à mon sens, ça n'en est tout simplement pas comparable. Malgré cela, je comprends bien qu'on puisse être lassé de l'anime principal, et ainsi en vouloir de nouveau, mais inutile de cracher votre haine de la sorte pour quelque chose que vous ne regardez même pas. C'est quelque chose que je remarque bien trop régulièrement, et ça me désole sincèrement. Alors attention, ne vous y trompez pas, malgré mes dires, dans sa globalité, j'ai tout de même bien aimé les ailes du crépuscule, même si à mon sens, la série souffre cruellement de son manque de temps justement. Mais je vais y revenir au cas par cas en traitant chaque épisode afin de vous exposer mon avis comme à mon habitude. Premier épisode, la lettre. Ce premier épisode nous dévoile l'histoire originale de la série. John est un jeune garçon hospitalisé accompagné de son ami Tommy. Tous deux sont fans de combats Pokémon et plus particulièrement fans de Tarak, le maître de Galar. John explique qu'il aimerait au moins une fois pouvoir assister à un match de Tarak en vrai. Et vu que le président Shiros doit passer à l'hôpital, John va en profiter pour lui adresser une lettre dans laquelle il lui fait part de son vœu d'assister à un match de Tarak. Une lettre qui sera d'ailleurs bien reçue par le président, directement intrigué par ce jeune garçon. En soi, je n'ai pas grand chose à dire sur cet épisode, du moins pour l'instant. C'est un début, on y introduit des personnages, un contexte dans l'univers, et on attend tout simplement de voir la suite des événements en question lors des prochains épisodes. Voilà pourquoi je ne m'attarderai pas plus longtemps sur celui-ci. Deuxième épisode, entraînement. Faiza, la championne d'arène de type combat, est très affectée par sa défaite face à Tarak lors de l'épisode précédent. Elle décide donc d'aller s'entraîner avec ses Pokémon dans les terres sauvages afin de devenir encore plus forte et pouvoir prendre sa revanche. Elle est tellement déterminée qu'elle se surmène physiquement au point de se blesser. Cependant, ses Pokémon se rendent bien compte qu'elle en fait trop, surtout au vu de son état, et décident donc de l'aider. Faiza reprend alors ses esprits et se rend compte que malgré tout, elle n'est pas seule et peut bien sûr compter sur ses partenaires à ses côtés qui lui ont aidé à surmonter cette épreuve de doute autant bien moralement que physiquement. Pour ma part, j'ai trouvé l'idée de cet épisode très classique et déjà vue, mais elle reste tout de même plutôt bonne. J'aime toujours cette idée de véhiculer le message comme quoi humains et Pokémon doivent s'entraider et de voir que cette championne était tellement obnubilée par son désir de vaincre Tarak qu'elle en a oublié l'essentiel. Malheureusement, et malgré cela, j'ai trouvé l'épisode bien trop court à mon goût pour vraiment m'attacher à ce développement plutôt éclair si on peut dire, qui forcément fonctionne bien mieux dans un format plus rallongé. Troisième épisode, copain. Nabil analyse le fameux match opposant son frère Tarak, le maître de Galar, à Faiza, la championne combat. Il ne cesse d'être impressionné par le Dragofeu de son frère qu'il admire profondément. À tel point que son mouton est jaloux et le prend personnellement comme n'étant pas à la hauteur des espérances de Nabil. Il décide alors de fuguer dans le but de pouvoir s'entraîner à maîtriser les techniques de Dracofeu pour son dresseur. Se rendant compte qu'il a blessé son Pokémon dans son estime, Nabil le cherche dans toute la ville dans le but de le retrouver, afin de lui dire qu'il l'accepte comme il est, qu'il le veut lui, Moumouton, pour l'accompagner jusqu'à la Ligue, et non pas un autre Dracofeu. Alors je vais pas vous mentir, j'ai beaucoup aimé cet épisode. C'était vraiment très touchant, surtout que durant tout l'épisode, on suit plus Moumouton et ses états d'âme que Nabil et sa recherche. Et pour le coup, même en 5 minutes, c'est suffisant pour s'attacher au moins un minimum à ce petit Pokémon. L'idée du Pokémon qui s'enfuit pour satisfaire son dresseur et ce dernier qui est inquiet, si vous suivez l'anime principal de Pokémon comme moi, ce n'est clairement pas nouveau. Cependant, j'insiste vraiment sur la façon dont cela a été fait durant cet épisode. D'habitude, on suit surtout le dresseur qui est inquiet, donc on se retrouve à être inquiet avec lui, mais pas spécialement triste à la place du Pokémon concerné, contrairement à ici où le résultat est, pour ma part en tout cas, très réussi. Quatrième épisode, les ondes du couchant. Cette fois-ci, c'est Donna, la championne d'arène de type eau, qui est au centre de l'épisode et qui enchaîne elle aussi les défaites. Elle hésite alors à arrêter sa carrière de mannequin en parallèle, qui d'ailleurs se porte à merveille, afin de se consacrer pleinement au combat.
Tout en réfléchissant à cela, les seuls conseils qu'elle reçoit sont qu'elle doit faire ce qu'elle a envie de faire. Sauf que voilà, Donna elle-même ne semble plus vraiment savoir ce qu'elle a envie de faire. Lors d'une séance de shooting photo près d'un lac, Donna se remémore un lointain souvenir de quand elle était enfant, à s'amuser avec un barpeau dans ce même lac. Donna se sent alors étrangement attirée par le lac, elle y plonge et y trouve donc un Milobellus, sous-entendu le barpeau de l'époque où elle était enfant. En passant du temps avec ce spectacle aquatique, Donna est plus motivée que jamais, autant pour sa carrière de mannequin que pour ses combats. C'était un épisode vraiment très beau, dans tous les sens du terme. Autant dans sa narration que dans la technique. L'animation, les couleurs, la fluidité, tout était très réussi. J'ai personnellement trouvé la tourmente de Donna très intéressante, se faisant épauler par Sonia avec une morale toute simple comme « ne te prends pas la tête, fais simplement ce que tu veux ». Et évidemment c'est le genre de morale très simple à balancer comme ça, mais mine de rien assez complexe à appliquer car comme vu dans cet épisode, ça demande beaucoup de réflexion. Au final, Donna a réussi à faire le vide dans son esprit grâce à ce Milobellus et à ainsi pouvoir se concentrer véritablement sans trop se poser de questions. On en revient toujours au même point, à savoir le lien entre humains et Pokémon, chacun est dans l'autre mutuellement. 5e épisode, Assistante. Cet épisode nous montre le quotidien de Liv, l'assistante du président Sherroz. Ce dernier a ainsi rencontré Liv lorsque cette dernière effectue des recherches sur les Pokémon Dynamax. Absolument bluffé par l'efficacité de ses recherches, il décide ainsi de la recruter auprès d'elle. Elle devient alors vice-présidente de Macrocosmos, un conglomérat d'entreprises propre à la région de Galar. En tant que vice-présidente, Liv se charge d'absolument tout dans la région, les travaux, les réunions, et ce jusqu'à même rester tard le soir, le tout bien évidemment sans avoir le temps de souffler. Bref, c'est juste la bosse. C'est à s'en demander presque si Sherroz fait ne serait-ce que quelque chose via son rôle de président, tellement Liv a l'air de tout faire à sa place. Dites-vous bien que même quand les employés ont un problème trop complexe à résoudre, ils demandent l'aide de Liv, qui les aide d'ailleurs avec plaisir afin que tout rentre dans l'ordre. Elle a aussi une fâcheuse tendance à tout corriger d'elle-même afin que tout soit bien clair, même dans des petits détails, ce qui évidemment lui demande encore plus de sérieux et de travail donc. J'ai, encore une fois, beaucoup aimé cet épisode pour son développement surtout. On se rend ainsi bien plus compte de l'idée du personnage qu'est Liv, de son dévouement absolu envers le président, et surtout de son rôle absolument primordial pour toute la région, et voire même pour tout le monde en fait. Liv se tue tellement à la tâche mais semble réellement le faire de bon cœur, sans broncher ni même soupirer, ce qui au final la rend vraiment admirative et même un peu attendrissante je trouve. Le bon point dans cet épisode, en plus de mettre très bien en avant le personnage qu'est Liv, c'est très clairement que l'on sent la région de Galar très vivante, grâce notamment au fait que l'on suit son parcours quotidien, elle qui se déplace donc un peu partout dans la région. Avec les jeux, on connaissait déjà cet aspect de Liv en vérité, donc rien de très surprenant ici. Mais c'est vraiment cette volonté de montrer encore plus la chose, de se positionner de son point de vue, et ainsi développer un peu plus son quotidien et sa vie, qui font que pour moi cet épisode apporte vraiment quelque chose d'intéressant. 6e épisode, Clair de Lune. On y retrouve Alistair, le jeune champion d'arène spectre de Galar cette fois-ci, dans un cimetière. Soudain, Tommy, l'un des deux jeunes garçons du premier épisode, le croise et lui demande s'il peut obtenir une invitation afin d'observer un combat de Tarak. Peut-être qu'avec son statut de champion d'arène, il pourrait l'aider et ainsi permettre à John, l'autre garçon, d'assister à son fameux combat de rêve. Tommy explique qu'il est arrivé jusqu'ici après une dispute avec John concernant leur avenir, eux qui sont toujours à l'hôpital. On voit également une scène lors de laquelle le président Sherroz remet à Tarak la fameuse lettre en question de John. Cet épisode était vraiment très étrange. Et pour cause, car il soulève une énorme théorie. Tommy serait-il mort entre le premier épisode et celui-ci ? Beaucoup d'éléments sont assez trompeurs et semblent pencher vers cette direction justement. Alors je tiens à préciser que ce qui va suivre ne vient pas de moi, mais de Bribri de Pokébip et d'un thread qu'il a fait sur Twitter que je me permets de vous partager en vidéo. Lors du premier épisode, on peut y apercevoir un lavabo avec 2 brosses à dents. Retenez bien ça pour la suite. Plus tard dans ce même épisode, on y voit un Cinderella fixer Tommy pendant plusieurs secondes. Le facteur plutôt troublant là-dedans est qu'il est indiqué dans le Pokédex que Cinderella perçoit également l'espérance de vie des dresseurs. Ce Cinderella aurait-il compris que Tommy était sur le point de partir, non pas de l'hôpital, mais bien de ce monde? Revenons ensuite à l'épisode actuel. La première apparition que l'on voit de Tommy, c'est dans un cimetière. Déjà, que ferait un enfant seul en pleine nuit dans un cimetière? Hormis Alistair justement, mais si Tommy voulait juste s'adresser à un champion d'arène, n'y a-t-il pas d'autres champions à aborder dans ce cas? Bref, Tommy se fait effrayer par les Pokémon spectres d'Alistair dans ce même cimetière, et part, semblerait-il, effrayé, pour revenir pile quelques secondes après, juste derrière Alistair, alors qu'il était parti de l'autre côté. Comment est-ce tout simplement possible? À moins d'être un fantôme. Dans ce cas-là, vous me direz, comment Alistair pourrait le voir si c'est bel et bien un fantôme?
Il est écrit dans une de ses cartes de ligue dans le jeu qu'Alistair, suite à un accident qui l'aurait laissé entre la vie et la mort, serait capable de voir les âmes des Pokémon Spectres disparus, et s'il était également capable de voir l'âme des humains morts. Passons ensuite au passage de l'hôpital. Tommy veut retourner à l'hôpital, sauf que, comme dit précédemment, il fait tout simplement nuit. Tout est censé être fermé, alors comment arrive-t-il à tout passer? Autre petit détail assez intriguant, souvenez-vous des fameuses 2 brosses à dents lors du premier épisode. Il n'y en a maintenant plus qu'une seule sur le lavabo. Vient le moment le plus suspect dans cette théorie, la fameuse discussion entre Tommy et John. Une fois dans la chambre, les 2 garçons discutent et John semble très surpris de revoir Tommy. De plus, ce dernier lui sort une phrase très étrange, sous-entendant quelque chose comme une opération subie par John par exemple. John ayant pas mal d'appareils liés au cœur, on peut imaginer qu'il a été opéré du cœur, comme une greffe par exemple. À plusieurs reprises lors de l'épisode, John se tient au niveau de la poitrine, surtout au moment où Tommy lui dit que « Quand tu sortiras d'ici, je serai là pour te soutenir comme avant ». En plus de rajouter qu'ils seront, je cite, « les meilleurs dresseurs ensemble ». Cela fait beaucoup de sous-entendus, dont un en particulier, John se serait greffé le cœur de Tommy. Ce qui expliquerait les tournures de phrases de ce dernier, ainsi que la capacité de John de pouvoir le voir. Il ne forme désormais plus qu'un, tout simplement. Ensuite, Tommy et Alistair retournent dehors afin de reprendre un taxi Corvallis. Il faut savoir qu'en version originale, ce dernier ne prononce jamais le pluriel lorsqu'il parle d'Alistair et Tommy, contrairement à la VF. Il emploie toujours des mots pouvant être utilisés au pluriel, mais jamais utilisés de cette manière avec certitude. Le plus troublant là-dedans, c'est surtout pourquoi Tommy ne serait plus à l'hôpital. Je pense que vous avez assez d'éléments désormais pour bien comprendre la situation. C'était donc un épisode très particulier, très intriguant et surtout très intéressant sur bien des points, vous l'aurez compris. Non seulement on y revoit les enfants du premier épisode servant de point principal à l'histoire de cette série, mais également une sorte de très gros plot twist auquel personne ne s'attendait vraiment, et tout cela pour bien mettre en avant le personnage qu'est Alistair. Du très bon en termes d'écriture donc, tout simplement. 7e et dernier épisode, Ciel. Pour ce final, on y retrouve John, qui s'apprête donc à partir afin d'enfin assister à l'un de ces fameux matchs du maître Tarak. Pendant son voyage donc, il croise Tarak en pleine détente et demande donc au taxi Corvallis de s'arrêter. Étant déjà bien en retard, ce dernier propose ainsi au maître de prendre son Corvallis directement afin d'arriver plus vite au stade. Tarak prend ainsi John avec lui et l'emmène jusqu'au fameux lieu du combat où ce dernier pourra ainsi réaliser son rêve et assister à un match de Tarak en direct. Il faut savoir que cet épisode numéro 7 aurait dû normalement sortir le 7 juillet. L'alignement des 3 sets correspond à un certain événement chez les japonais nommé Tanabata, qui est une fête organisée tous les 7 juillet justement, dans laquelle on y célèbre les étoiles et bien évidemment leur faculté à exaucer des souhaits. Pour ceux qui ne le sauraient pas encore, c'est également le thème principal du 6ème film Pokémon centré sur Jirachi, qui est malheureusement une purge. Dans ce dernier épisode, c'est bien le rêve de John qui se réalise. Mais contrairement aux apparences, c'est bien Tarak qui est au centre de l'épisode et non pas John. On ne va pas se mentir, c'était un beau final. John a réalisé bien plus que son rêve. Il a croisé le maître, il a voyagé avec lui et ce dernier lui a même lancé un défi, faisant ainsi grandir un nouveau rêve chez John, celui de devenir un jour un dresseur de Pokémon. J'ai une fois de plus ici beaucoup aimé la mise en scène surtout au début de l'épisode, avec tous les champions qui expriment leurs avis sur Tarak afin de montrer toute l'importance que ce maître représente pour cette région. Encore une fois, Tarak est buildé comme un emblème, une statue, un symbole inébranlable de Galar, tout ça dans cette optique de lui donner ainsi une énorme prestance, et c'est clairement réussi. D'autant plus qu'il a l'air bien plus sage que dans les jeux, un défaut que je lui reproche habituellement. Autre point à noter, c'est celui du petit Tommy, qui est plus qu'en retrait dans cet épisode d'ailleurs. Sur certains plans dans la chambre au début, il est carrément absent par moments, puis complètement ignoré au moment d'aller au stade, puis une fois là-bas, il est à côté d'Alistair, encore une fois. Tout cela semble bien confirmer la fameuse théorie qu'on a vue précédemment. De plus, j'ai été très agréablement surpris par le petit caméo de Victor et Gloria, les héros des jeux qui apparaissent à la toute fin de l'épisode. Peut-être un tease pour une future série, ou bien une apparition prochaine dans l'anime principal. En tout cas, c'était plutôt osé de nous sortir ça à la toute fin, mais ça fait vraiment plaisir. Et c'est ainsi que se conclut mon avis sur la série des Ailes du Crépuscule. Dans son ensemble, la série ne m'a clairement pas transcendé personnellement, contrairement à certains avis que j'ai pu lire. Mais malgré tout, j'ai beaucoup aimé cette notion de développement apportée à la région de Galar ainsi qu'à ses personnages, la plupart n'ayant clairement pas grand chose dans le jeu, donc ça les complète un peu plus et c'est clairement une bonne initiative. Mais j'ai toujours un goût amer de pas assez, pour moi en tout cas, comme s'il manquait quelque chose, il m'en faudrait plus. Peut-être des épisodes plus longs, ou alors plus d'épisodes tout simplement. Bien évidemment, le format joue beaucoup là-dedans, et comme dit précédemment, selon moi la série souffre du fait qu'elle soit très courte, autant en termes d'épisodes qu'en termes de temps accordé à ces mêmes épisodes.
à défaut d'avoir une réalisation par contre très soignée, et je pense qu'on sera tous d'accord sur ce point-là. Comprenez-moi bien, je comprends parfaitement que c'était le but et l'idée de base, et c'était tout de même très réussi dans sa globalité, soyons francs. Je ne pense pas que j'en attendais spécialement grand chose, ni même avoir été spécialement déçu, mais je dirais surtout que cela m'a un peu laissé sur ma faim. J'ai aimé, mais j'aurais surtout aimé en voir plus au final. Je pense que c'est surtout ça que je ressens en fait. Pour conclure, vous l'aurez compris, et ce malgré mes propos en début de vidéo, je ne déteste clairement pas la série des Ailes du Crépuscule. Bien au contraire, j'encourage toujours les différents animés spin-off de la licence. C'est toujours à mon sens très intéressant de voir une nouvelle adaptation de l'univers Pokémon en animé, bien qu'étant moi-même très attaché à l'animé principal justement. Je n'aime juste pas cette façon qu'ont les fans de survendre entre guillemets le produit, comme c'était le cas avec Origin, alors que objectivement c'est loin d'être si parfait que ce que l'on peut entendre. Encore une fois, et c'est le cas pour tous les spin-offs, ils s'offriront toujours de leur format bien plus court que l'animé principal pour espérer être aussi complet, c'est une évidence malheureusement. Bref, c'est ainsi que s'achève cette vidéo, j'espère que cette petite initiative de review globale, si on peut appeler ça comme ça, vous aura plu. N'hésitez pas à me faire part de vos retours en commentaire, qu'avez-vous pensé de cette série spin-off, des bons comme des mauvais côtés pour vous. Merci à vous en tout cas de m'avoir écouté, je vous donne rendez-vous prochainement pour de nouvelles vidéos, et en attendant portez-vous bien, vive les animés de Pokémon, et des bisous.